Bienvenue, amis et abonnés de Monde Multipolaire. La vidéo que vous allez regarder est datée du 25 mai 2026. Andrei Martianov y commente les frappes massives russes sur Kiev et ses environs, l'avertissement officiel du ministère russe des Affaires étrangères aux étrangers de quitter Kiev, la découverte de mines de fabrication OTAN sur un pétrolier arrivant en Russie depuis la Belgique, et la tenue d'un forum international de sécurité organisé par le Conseil de sécurité russe avec des délégations de 120 pays. Ces événements, pris ensemble, marquent un tournant stratégique. Avant de lancer la traduction, je vais vous donner les clés historiques et géopolitiques pour comprendre ce que tout ça signifie réellement. Commençons par les frappes sur Kiev. Le ministère russe des Affaires étrangères a émis un avertissement officiel demandant aux étrangers, y compris au personnel diplomatique, de quitter Kiev aussi vite que possible. Ce type d'avertissement n'est pas anodin. Historiquement, les avertissements officiels, précédant une campagne de frappe intensifiée, ont toujours signifié quelque chose de précis, le passage à une phase supérieure des opérations. Rappelons-nous du précédent américain. Avant les bombardements sur Belgrade en mars 1999, les États-Unis avaient retiré leur ambassade et conseillé à leurs ressortissants de quitter la Yougoslavie. Avant la campagne de bombardement sur Bagdad en mars 2003, les avertissements avaient été émis des semaines à l'avance. Quand un État militairement sérieux avertit officiellement que des frappes vont cibler une capitale, il faut le prendre au mot. La Russie l'a fait le 25 mai 2026. Et les images que vous allez voir dans cette vidéo montrent ce qui s'est passé. Et voici ce qui est fondamental dans cet avertissement. La Russie ne dit pas « nous allons bombarder Kiev en général », elle est chirurgicale dans sa communication. Elle cible les entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien, les centres de conception et de production de drones, les centres de commandement et les postes de commandement. Et elle mentionne explicitement les spécialistes de l'OTAN qui y travaillent. Ce n'est pas un avertissement humanitaire, c'est un avertissement stratégique qui dit « Nous savons où vous êtes et nous allons vous frapper ». Maintenant, parlons de la mine OTAN découverte sur le pétrolier au port de Louga. Un pétrolier arrivant de la Belgique avec des mines magnétiques de fabrication OTAN collées à sa coque des mines neutralisées par les plongeurs russes avant qu'elles n'explosent. Ce n'est pas une opération terroriste menée par des acteurs non étatiques. La fabrication OTAN de ces engins indique une implication directe d'un ou plusieurs États membres de l'Alliance dans une tentative de destruction d'un navire civil dans les eaux territoriales russes. C'est, au sens strict du droit international, un acte de guerre. Et pourtant, les médias dominants occidentaux ont pratiquement ignoré cet événement. Imaginez un instant la réaction si des mines de fabrication russes avaient été découvertes sur un pétrolier arrivant dans un port belge ou néerlandais. Et enfin, le Forum international de sécurité du Conseil de sécurité russe, avec des délégations de 120 nations représentant 70% de la population mondiale. Ce n'est pas un détail, c'est la démonstration que l'isolement de la Russie, proclamé par les gouvernements occidentaux depuis 2022, n'existe pas. La majorité du monde refuse de se soumettre au diktat occidental. Et c'est cette majorité silencieuse qui ne fait pas les gros titres des médias occidentaux, qui représente l'avenir de l'ordre mondial. Gardez ces clés en tête, regardez la traduction et restez jusqu'à la réaction finale. C'est parti. Oh, wow. What the fuck is that? Oh my god, it's got a fucking blow right now. Jesus Christ. It's something new, guys. Whoa. Oh, fuck. Shit. It's a fucking rocket. Oh, fuck. Look at that. Whew.
Eh bien bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui nous sommes le 25 mai 2026, un lundi. Et maintenant, vous avez déjà vu à peu près tout ce que vous aviez besoin de voir. Je viens juste de vous mettre quelque chose pour vous montrer ce qui se passe à Kiev. C'était pas seulement Kiev. C'était toutes sortes d'installations militaires dans et autour de Kiev. Et que puis-je dire? Ce n'est que le début. Et pour réitérer ce dont je parle depuis longtemps maintenant, je soulignais ces lignes rouges inventées par la racaille que sont les médias dominants occidentaux, ces criminels de propagande de guerre, CNN, Wall Street Journal, Mirror, vous savez, le Financial Times, qui est en quelque sorte mon média. Alors que puis-je dire? Nous sommes arrivés au point où le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a officiellement émis une déclaration. Comme vous pouvez le voir vous-même, aujourd'hui, le ministère russe des Affaires étrangères a exhorté les étrangers à quitter Kiev de toute urgence. Et voici ce qu'ils disent. Les ressortissants étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques et des bureaux de représentation des organisations internationales, sont invités à quitter Kiev aussi vite que possible. Les forces armées de la Fédération de Russie entreprennent des frappes systématiques et cohérentes contre les entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien à Kiev, notamment les lieux spécifiques de conception, de production, de programmation et de préparation à l'utilisation des drones utilisés par le régime de Kiev, avec l'assistance de spécialistes de l'OTAN responsables de l'approvisionnement en composants. La fourniture de renseignements et de ciblage, des frappes seront menées aussi bien sur les centres de prise de décision que sur les postes de commandement, indique la déclaration sur le site du ministère russe. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je peux vous dire une chose, les Russes ne disent pas que, par exemple, les scélérats du MI6 et de la CIA et tous ces autres officiers de l'OTAN devraient partir. Non, il ferait mieux de rester parce qu'ils deviennent ainsi des cibles plus faciles et la Russie les tuera. Et c'est le début de ce dont je parle depuis longtemps. Les Russes n'ont pas vraiment de scrupules à frapper l'Europe. Comme l'indique la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères, la Russie ne se bat pas vraiment contre les civils. Et même la dernière frappe vous dit « Toute la précision des frappes russes sur Kiev en est la preuve. Une seule personne décédée et 44 blessés, même le site ukrainien l'admet. » La précision des frappes russes est réellement sans égale dans les affaires militaires actuelles. Et maintenant, parce qu'ils se cachent, ils l'ont toujours fait, l'OTAN se cache derrière les dos de la chair à canon ukrainienne. Parce qu'ils sont des lâches, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont des lâches. Alors à quoi devons-nous nous attendre? Nous allons probablement voir le démantèlement des environs de Kiev et du centre de Kiev. Très vraisemblablement, la plupart des quartiers gouvernementaux vont disparaître et ils vont évidemment prendre la fuite. Et contrairement, par exemple, aux crimes contre l'humanité lors de l'attaque sur Starobilsk et l'assassinat d'enfants, le mode opératoire standard de l'OTAN, ces gars de la BBC, qui est le centre pédophile et la British BS Corporation, et de CNN, toutes sortes de criminels, encore une fois, ce sont des herpès humains, ce ne sont pas des gens normaux. Ils vont aller à Kiev pour vous montrer ce que ces satanés russes ont fait à Kiev, la capitale du 404. Eh bien oui, bien sûr, laissez-les y aller. Je veux dire, vous devez comprendre maintenant que le caractère de l'opération militaire spéciale a changé de façon dramatique. Et ce n'est qu'une démonstration. En fait, il y a une sorte de peur silencieuse, pour ainsi dire. Bien sûr, ils ont tous condamné des garçons comme Merz, Macron, ils sont sortis, et surtout cette ordure de Starmer, et ils parlent du fait que les Russes commettent des choses horribles. Eh bien, que puis-je dire? L'OTAN est une organisation terroriste et des pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États baltes et autres soutiennent le terrorisme. C'est ce en quoi ils sont bons. Et le seul outil qu'ils avaient à leur disposition, c'était les drones. Et ces drones n'étaient utilisés que dans le seul but d'attaquer des endroits comme le lycée de Starobilsk. Et si quelqu'un, je ne vais pas vous montrer l'horreur de ce qui s'est passé là-bas, parce qu'ils ont attaqué en 3 vagues, les filles qui ont été tuées seront enterrées
dans leur robe de mariée. Elles avaient 10 à 8 ans et encore moins. Et donc ce sont des ordures, vous savez. Ils ne sont pas humains. Les Européens, essentiellement. Et encore une fois, quand je parle des Européens, je parle des élites, des satanistes, de sous-humains fondamentalement. Et donc, ce qui se passe, juste pour vous donner un exemple de ce qu'ils font, et vous avez assurément déjà vu vous-même, ce sont des mines. Elles étaient fixées au fond de l'un des pétroliers arrivés à Louga. Et comment le formuler poliment? À ce stade, peu importe ce que nous disons, parce que vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas changer un sataniste. Je veux dire, vous ne pouvez pas changer un criminel de guerre et un criminel contre l'humanité. Et donc, oui, des mines de fabrication OTAN ont été trouvées sur un pétrolier de gaz arrivant en Russie depuis la Belgique. Des engins explosifs ont été neutralisés au port de Louga. Le comité d'enquête a déclaré qu'un navire pétrolier arrivé dans la région de Leningrad, en Russie, depuis le port belge d'Anvers, avait des mines magnétiques de fabrication OTAN attachées à sa coque. Le comité d'enquête russe a déclaré que des plongeurs avaient découvert des mines magnétiques navales de fabrication industrielle fabriquées dans l'un des pays de l'OTAN sur la coque lors de l'inspection du navire à son arrivée au port d'Oust-Louga. Et voilà ce qu'ils font. C'est la seule chose qu'ils savent faire, le terrorisme. Et c'est pourquoi ils se cachent. Parce qu'ils sont des lâches. L'élite de n'importe quel pays européen est composée de lâches. Et il en va de même pour le Washington version 2.0. Mais en général, c'est ce que sont les Européens, leur nature profonde. Ils reviennent à leur réinitialisation d'usines. Ce sont des pays, des nations qui soutiennent ça. Et beaucoup de gens disent, et je veux réaffirmer, ils vont se précipiter dans les commentaires pour dire « nous ne sommes pas comme ça ». Je sais, et je vais le répéter sans cesse, je sais que tous les Européens ne sont pas comme ça, mais la majorité l'est. Vous devez comprendre que la majorité des Allemands ou la majorité des Français, par exemple, considèrent les Russes comme des sous-humains, une horde asiatique. Et ça s'arrête maintenant. Et quand des gens disent, et j'ai même eu la vidéo où une audience européenne m'a demandé quand je dis que l'Europe a perdu le droit d'exister sous sa forme actuelle, je le pense. Et donc, outre l'activité terroriste, outre l'attaque de l'infrastructure civile en se cachant derrière leur chair à canon ukrainienne, qui impose maintenant la mobilisation obligatoire des femmes, voilà à quoi se résume leur potentiel de mobilisation. Ils ne sont capables que de ça. Le terrorisme est l'arme des faibles. L'Europe est faible. Les États-Unis sont faibles en réalité. Et ils ont défilé comme des tigres de papier. Et pour l'Europe qui a tout misé parce qu'ils sont idiots, ils ont cru qu'ils pourraient d'une façon ou d'une autre vaincre la Russie, ils ne le peuvent pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ça. Et toute l'idée derrière ce terrorisme, parce qu'ils sont si primitifs des organismes unicellulaires, qu'ils viennent de Chatham House ou d'ailleurs, c'est qu'ils ont cette idée que d'une façon ou d'une autre, si vous tuez des enfants russes ou des femmes russes, ou si vous les violez, ou si vous exécutez massivement des civils comme cela a été fait dans l'oblast de Koursk, vous créerez d'une certaine manière dans la société russe un sentiment de mécontentement envers le Kremlin, ce qui mènera, selon eux, au renversement du régime de Poutine. Ce sont des imbéciles. Je suis en record là-dessus. Ils ne comprennent pas que oui, il y a de l'insatisfaction envers le régime de Poutine en Russie, dans le sens où l'opinion publique exige maintenant de tout anéantir. Et si ça doit aller jusqu'au nucléaire, faisons-le immédiatement. Il faut cependant préciser, l'opinion publique ne compte pas tant que ça en réalité. Elle est importante, c'est certain, mais pas tant que ça, parce que ce sont des professionnels militaires et du renseignement qui traitent la question. Et voilà ces lignes rouges imaginaires inventées par la racaille de CNN, Wall Street Journal, Washington Post. Ce ne sont pas des humains normaux. Alors voilà, si vous imaginez ces lignes rouges, elles ont été franchies. Et quand je dis qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, c'est quand des frappes avec l'arachnik, le zircon, toutes sortes d'armes hypersoniques font pleuvoir la dévastation sur Kiev, et ça va continuer. Et pas seulement sur Kiev. Et surtout sur les infrastructures de Boryspil,
où se trouvait l'ancienne piste aérienne qui contient aussi toutes sortes de bunkers avec toute cette boue du Mi-6 et des commandants de l'OTAN qui se cachent là et déploient leur stratégie pour attaquer les civils russes. Ils ont été frappés. Et bien sûr, comme vous pouvez le comprendre, ces gens ne sont capables que de relations publiques. Ils ne sont plus capables de se battre vraiment. Et pendant que tout ça se passait, voici quelque chose d'intéressant. C'est un Tupolev 214. La Russie en a plusieurs types d'avions de renseignement radio, électronique. Ils ont l'Ilyushin 20 qui s'appelle Parubik et quelques autres. Ce sont des avions très modernes et comme vous pouvez le voir vous-même, ils transportent ce qu'on appelle un radar à antenne active. C'est un radar d'ouverture synthétique MR411 de dernière génération. Et regardez l'itinéraire de cet avion pendant les frappes russes sur Kiev. Comme vous pouvez le voir, il a décollé de Kazan, s'est approché de Saint-Pétersbourg, du lac Ladoga, puis a volé le long de la frontière avec la Finlande. Que puis-je dire ? La capacité électronique de cet avion est immense. Et c'est une autre surprise que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. La Russie a une avance technologique dans le domaine des radars. Cet appareil est capable de détecter des cibles mobiles, d'une petite voiture à des tanks, de l'artillerie tractée et autopropulsée, et évidemment, il peut tout voir profondément en territoire ennemi. Et la Finlande est un ennemi maintenant, jusqu'à 200 km de profondeur. Les Russes ont donc fait ça pour une raison, non ? Pourquoi l'ont-ils fait ? Parce que Kiev est maintenant utilisé comme exemple, et ce qui se passe là-bas est ce à quoi Berlin, Paris ou leurs environs peuvent s'attendre. Et des gens comme mon bon ami Malov sont aussi sortis aujourd'hui avec un article sur comment survivre à une frappe nucléaire russe. Vous devez comprendre, les Russes ne vont pas utiliser des armes nucléaires. Ce n'est absolument pas le cas en termes de doctrine militaire russe et des fondements de la politique d'État russe sur la dissuasion nucléaire, que j'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Le numéro 10 à 9 décrit les conditions dans lesquelles la Russie utilisera des armes nucléaires. Cependant, comme vous l'avez vu vous-même, la Russie dispose d'assez d'armes conventionnelles pour anéantir n'importe quoi. Et voici l'Europe et l'OTAN dans leur ensemble, y compris les États-Unis, sont sans défense, ils ne peuvent rien y faire. Et c'est pourquoi, par exemple, on a ce gars-là, un général britannique, ce qui signifie que le maximum qu'il ait jamais commandé dans sa vie en tant qu'officier, c'est probablement un régiment, sûrement une brigade, et voilà ce que rapportent ces scélérats. Quelques mètres sous les pigeons de Trafalgar Square, des planificateurs en uniforme analysent des téraoctets de données pour trouver les points faibles de la machine militaire de Vladimir Poutine. Ils parlent de comment les Russes sont aguerris au combat. Mais je dois vous dire immédiatement, ils n'obtiendront aucune information utile sur la guerre parce que les généraux de l'OTAN sont incompétents. Ils ont écouté et intériorisé tous ces tas de propagande que les forces ukrainiennes leur fournissent. Les gens de la CIA ou du MI6 sur le terrain ne comprennent toujours pas, et même si vous les mettez en première ligne, ils ne comprendront toujours pas. Et même si vous leur montrez les données satellitaires, ce que font les États-Unis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les mouvements russes, ils ne comprendront toujours pas parce que ce qu'ils reçoivent, c'est principalement un tas de fantaisies fournies par le gouvernement ukrainien et les forces armées ukrainiennes sur les ratios de tués et les pertes. L'Ukraine cache ses pertes, elle ne peut plus les cacher. Mais en raison du faible niveau professionnel des renseignements et des militaires de l'OTAN, ils ne le reconnaîtront toujours pas parce que la plupart d'entre eux sont guidés par les nécessités politiques de la classe politique dégénérée et criminelle en Europe et aux États-Unis, et ils continueront à croire ces inepties. Et donc la seule chose que ce gars sort pour dire qu'ils sont aguerris au combat, non, vous n'êtes pas dans la même ligue. Surtout en termes de 4ISR, par exemple. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas, et je vais juste vous donner un exemple. Les drones russes volent grâce au système de communication satellitaire russe. Vous ne pouvez pas l'expliquer aux gens parce qu'ils sont tellement immergés dans le lavage de cerveau fait par les Tesla Trucks et les peurs diverses
qu'ils ne peuvent pas reconnaître que vous ne comprenez pas le niveau de sophistication technologique des forces armées russes. Et surtout en termes de contrôle opérationnel du champ de bataille. Mais au moins, il admet qu'ils sont aguerris au combat. Oui, les Russes ont une expérience de combat immense, absolument sans rival, et même l'armée américaine n'est pas dans le même univers. Elle ne sait pas ce que sont de gigantesques opérations interarmes continentales, et par conséquent, même maintenant et surtout après que la Russie a dit en substance « assez, c'est assez », nous avons la situation que même eux commencent à sortir et à sentir que quelque chose arrive. Et ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas au courant des pensées, des décisions et des conclusions prises par le Conseil de sécurité russe et l'état-major. Mais c'est une situation et un développement très intéressant qui se déroule conjointement avec ce qui se passe et va se passer en Ukraine et assurément dans certains pays européens. Les Russes vont assurément, s'ils en décident, désassembler ces chihuahuas des États baltes. Mais encore, n'oubliez pas qu'il y a la Finlande, la Suède et d'autres pays de ce genre qui n'ont ni conscience, ni humanité, ni intégrité, ni moralité. Donc, ce n'est pas une grande perte si, par exemple, certaines capitales, eh bien, les Russes seront évidemment précis, ils diront aux gens de quitter leur capitale au plus vite. Je veux dire, les Russes ne se battent pas contre les civils, contrairement à l'OTAN. Et alors, qu'est-ce que nous avons ? La Russie révèle maintenant la portée d'un forum international de sécurité à venir. Comme vous pouvez le voir vous-même, c'est rapporté hier. Des délégations de plus de 120 nations y assisteront. L'événement est organisé par le Conseil de sécurité de Russie. Et qu'est-ce que le Conseil de sécurité russe ? C'est l'organe principal qui dirige essentiellement la Russie en ce sens, et surtout en ces temps, il traite des questions de réaction, de prévision et de prévention de toutes ces menaces de l'intérieur du pays et surtout de l'extérieur. Et ils disent que des dizaines de délégations représentant la majorité mondiale, vous voyez, la majorité mondiale prendront part au premier forum international de sécurité qui se tiendra en dehors de Moscou du 26 au 29 mai. Le Conseil de sécurité russe a annoncé cela, c'est très important. Et en annexe, des représentants non officiels de 12 nations occidentales non spécifiées qui défendent activement le développement de relations constructives avec la Russie seront également présents. Un certain nombre de journalistes des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et du Japon ont également exprimé leur intérêt pour couvrir le forum. Donc vous devez comprendre comment ils vont le couvrir. Ce seront toutes sortes d'inepties qu'ils produisent. Ce sont des machines de propagande. Certains journalistes indépendants le couvriront évidemment, et c'est assurément bien. Alors que puis-je dire ? Quels sont ces représentants de ces 12 pays occidentaux non spécifiés ? On peut dire avec certitude que des gens comme les partis d'opposition, par exemple l'AfD en Allemagne, voudraient sûrement assister. C'est assurément plausible. Mais quelle est la capacité réelle de l'AfD à changer le cours de l'Allemagne ? Je ne suis pas très optimiste. Et encore une fois, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont d'extrême droite, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est un parti nationaliste allemand assez ordinaire, mais est-il trop tard ? Très vraisemblablement, oui. Et voilà ce que représente le monde occidental. Voici les Scandinaves avec leur attitude envers les Russes, et voilà la Suède. C'est vraiment une blague de pays si vous regardez attentivement ce qui se passe. Et donc nous avons par exemple ces imbéciles qui alimentent cet état d'ineptie dans les cerveaux de ceux qui sont au sommet. L'économie est bien pire qu'elle ne le semble, et les dirigeants sont de plus en plus inquiets. Vraiment ? Eh bien, regardez ça, ce sont des Suédois. Ils ne peuvent pas pardonner aux Russes de leur avoir retourné l'appareil. La Suède, qui se développait comme une superpuissance européenne au XVIIIe siècle, a simplement été écrasée par Pierre le Grand et ne s'en est jamais remise. La même chose qu'avec la Pologne, par exemple. Et ils ne peuvent pas pardonner aux Russes de les avoir empêchés de devenir des empires exploitant les peuples. Et donc, dans le New York Times, mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Maria Malmer-Stenergard, a mis en garde l'Occident contre une surestimation de la Russie, affirmant que l'économie est plus fragile qu'elle ne le paraît. En réalité, c'est l'économie suédoise qui est plus fragile. Et la Suède, en tant que nation,
Alors que la Russie affirme que son PIB a augmenté d'environ 13% entre 2020 et 2024, les analyses de la luminosité suédoise suggèrent que l'économie a en réalité rétréci de 8% pendant cette période. Que puis-je dire ? Ces imbéciles de Stockholm ne comprennent pas que les Russes occultent en réalité leurs vrais chiffres, ce qui est la procédure standard depuis 4 ans. Mais vous ne pouvez pas expliquer ça à ces idiots. Et oui, les militaires suédois, oh mon Dieu, ils portent principalement des drapeaux LGBTQ et autres, donc ils sont finis, l'Europe est terminée. Elle ne peut pas être récupérée. Et même si elle l'est, imaginons, un Suédois qui aurait du cran et qui sortirait et retirerait ce système pourri et corrompu, que ferait-il, lui ou ses amis ? Rien. Ils ne peuvent rien faire. Aucun d'eux ne comprend ce qu'est une vraie gouvernance et ce qu'est une vraie économie. Et ils ne comprennent même pas que la production militaire de la Russie éclipse tout ce qui sort du complexe militaro-industriel occidental, lequel ne survivra assurément pas beaucoup plus longtemps. Les Russes vont commencer à s'occuper de ce problème comme ils s'en occupent maintenant avec Kiev et tous ces bunkers, postes de commandement et centres de prise de décision qui sont infestés par toute cette lie du MI6 des commandants de l'OTAN. Et que puis-je dire ? Ils seront tués. Donc ils vont assurément fuir pour la plupart, certains resteront et seront tués, et c'est essentiellement la fin qu'ils voulaient. Et ils ne comprennent pas que les Russes nous proposions aux Européens ce qu'on appelle le référendum du Chat Léopold, qui disait « les gars, vivons ensemble en amitié et dans des relations constructives ». Les Européens ne comprennent pas ça à cause du fait qu'ils croient encore, en utilisant la terminologie américaine, qu'ils sont la ville brillante sur la colline. Ils ne le sont pas. Ils sont un égout. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a une insatisfaction en Russie envers le régime de Poutine parce qu'il n'a pas encore anéanti l'Europe. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, l'opinion publique est importante, mais ce n'est pas le facteur décisif dans les processus décisionnels des vrais gouvernements qui font vraiment de la gouvernance. Donc, l'état-major et le ministère de la Défense russe et les gens chargés de tout ça prennent leur temps. Si on regarde maintenant les pertes des forces armées ukrainiennes d'hier, oui, c'est la procédure standard, comme vous pouvez le voir, et encore 320 drones ont été abattus. C'est le seul outil que l'OTAN possède, le reste est une blague, et voilà ce que nous avons. Si on va voir nos amis Marat Karulin et le colonel Popov, vous pouvez voir vous-même ce qui se passe à Kostiantynivka. Essentiellement, oui, elle est globalement encerclée. Et l'un des nœuds de défense les plus importants, il tire encore en retour, est encerclé maintenant et c'est bientôt terminé. Les Russes n'ont pas à se précipiter. C'est une autre chose difficile à expliquer à un général moyen du Pentagone qui a regardé trop de films sur Patton sans parler des crétins européens, ce qu'ils sont fondamentalement, que vous n'avez pas à vous précipiter, vous n'avez pas à faire ces offensives à grandes flèches rouges. Votre tâche est d'anéantir physiquement la menace. Et s'ils ne l'ont pas encore compris, ils sont incompétents, ce qu'ils sont bien sûr. Et maintenant, le Wall Street Journal, oh oui, comme si quelqu'un l'ignorait. Si vous regardez les 20 dernières années, les États-Unis sont devenus un pays de plus en plus ingouvernable et dysfonctionnel. Trump a perdu le fil de la gouvernance. J'ai une nouvelle pour le Wall Street Journal et je suis en record. C'est pourquoi j'aime Internet, qui garde mes archives depuis 2010 à 2008 et même avant. Quand monsieur Trump a nommé M. Bolton comme conseiller à la sécurité nationale, j'ai écrit que c'était terminé. Ce type n'a aucune idée de ce dont il parle, donc il ne pouvait pas perdre le fil de la gouvernance. Il ne l'a jamais eu en premier lieu. La seule chose qu'il sait faire, c'est manipuler les marchés, gagner de l'argent pour sa famille et servir Israël. Point final. C'est ce qu'est les États-Unis. Ce n'est pas un gouvernement américain. C'est le gouvernement israélien qui gère le pays, qui s'est rendu sans avoir assez de courage et de force, à l'exception de gens comme Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie. Mais ensuite, ils sont écartés du pouvoir en achetant des votes. Voilà ce qu'est l'Occident. Et à ce stade, on doit se demander
Les Russes le savent-ils? Bien sûr qu'ils le savent. Ils savent parfois plus de choses sur les États-Unis que les États-Unis eux-mêmes. Et concernant l'Europe, c'est tout à fait pareil. L'Europe est morte. C'est un cadavre en décomposition. Et les gens disent: oh, vous ne pouvez pas dire ça. Si, je peux. Leur ville pue l'urine et les ordures. Ce ne sont plus des villes européennes, pleines de crimes, de violences, d'émeutes. Et la population indigène qui était docile et se contentait de toute cette idiotie économique perpétuée essentiellement par l'Angleterre, Amérique et l'Allemagne, mais c'était l'Union européenne en général. Donc c'est une structure qui doit être brisée. Elle est brisée, essentiellement. Elle est en train d'être brisée en ce moment. Et l'OTAN est un mort en sursis. Donc quand on met tout ça ensemble et qu'on regarde attentivement, ils ne peuvent rien y faire. La Russie, à sa guise, peut anéantir l'Europe si ça en arrive là, et les Russes n'auront essentiellement aucune perte. C'est ce que beaucoup d'idiots ne comprennent pas. Les Russes ne vont plus parler à l'Europe. Même dans le domaine conventionnel, tout mouvement d'un quelconque groupe de malchanceux qui se prétendrait une armée, l'Europe brûle et cesse d'exister. Aussi simple que ça. La seule chose, c'est que nous disions hier avec Stasnik, par exemple, nous ne voulons pas bombarder Paris, disons le Louvre. Il faut enlever tous ces trésors du Louvre, garder quelques bâtiments, le reste peut partir. L'Europe a perdu le droit d'exister telle qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères. Et vous pouvez en attendre beaucoup plus. Ces choses qui se passaient il y a 2 jours, les gens voulaient leurs feux d'artifice. Eh bien, vous avez vos feux d'artifice. La prochaine étape, c'est l'Europe, s'ils ne comprennent pas. Mais j'écris ça, et je reste sur mes positions. L'Europe et les Européens, surtout, cette masse de lavés de cerveau qui ne se soucie pas qu'on tue des enfants, qui l'encouragent même, n'ont pas le droit d'exister. Et comme Sergueï Lavrov l'a déclaré, notre idée que nous pouvons vivre en coopération et coexistence a été rejetée dans l'oubli. L'un des deux doit disparaître. Devinez qui ce sera. Et comme je l'ai déjà dit, les Russes ne se battent pas contre les civils et ils avertiront. Et je ne pense pas que la Russie ait besoin d'utiliser même des armes nucléaires. Donc laissez les Européens vivre dans la peur, ils doivent vivre avec la diarrhée chronique de la peur, parce que cette civilisation est, comme M. Lavrov l'a déclaré, le terrain de jeu des satanistes. C'est ce qu'ils sont. Et la décision a été prise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. Et ceux qui peuvent se le permettre, soutenez-moi sur Patreon ou offrez-moi un café. Ça me permettra de rester dans ce domaine en essayant de vous informer et de vous expliquer les particularités de ce moment historique que nous n'avons jamais connu au cours des 1000 dernières années. Passez une bonne fin de semaine. À bientôt. Mes amis, vous venez de regarder l'une des vidéos les plus importantes d'Andreï Martianov de ce mois de mai 2026. Plusieurs événements convergent simultanément. Les frappes massives russes sur Kiev, l'avertissement officiel du ministère des Affaires étrangères russe aux étrangers de quitter la capitale ukrainienne, la découverte de mines de fabrication OTAN sur un pétrolier à Louga, la mobilisation des femmes dans l'oblast de Kharkiv et le forum de sécurité du Conseil de sécurité russe avec 120 nations. Chacun de ces événements, pris individuellement, serait significatif. Ensemble, ils forment un tableau d'une cohérence saisissante. Je vais les décortiquer un par un avec les exemples historiques non discutables qui permettent de mesurer ce que nous vivons. L'avertissement officiel russe aux étrangers de quitter Kiev. Décryptage d'un signal sans précédent. Commençons par ce qui est, selon moi, l'événement le plus significatif de cette journée du 25 mai. L'avertissement officiel du ministère russe des Affaires étrangères aux ressortissants étrangers, y compris au personnel diplomatique, de quitter Kiev aussi vite que possible. Pour comprendre la portée réelle de cet avertissement, il faut comprendre ce que représente dans le droit international et les pratiques diplomatiques l'émission d'un tel avertissement par un belligérant. Le précédent le plus documenté est celui de la Seconde Guerre du Golfe en 2003. Avant les premières frappes sur Bagdad le 10 à 9 mars 2003, les États-Unis avaient fermé leur ambassade, conseillé à leurs ressortissants de quitter l'Irak
et notifier les organismes internationaux. Ce type d'avertissement a une fonction à la fois légale et stratégique. Légale parce qu'il distingue l'État belligérant de ceux qui ciblent délibérément des civils étrangers sans avertissement préalable. Stratégique parce qu'il signale à l'adversaire et aux observateurs internationaux qu'une nouvelle phase des opérations commence. Mais il y a une différence fondamentale avec la situation actuelle. L'avertissement russe ne demande pas aux étrangers de quitter l'Ukraine en général. Il demande spécifiquement de quitter Kiev. Et il mentionne explicitement les spécialistes de l'OTAN impliqués dans la conception, la production et le ciblage des drones ukrainiens. Ce n'est pas un avertissement humanitaire générique. C'est un avertissement ciblé qui signifie « nous savons qui vous êtes, nous savons où vous travaillez et vous êtes maintenant des cibles légitimes ». C'est une escalade diplomatique et militaire d'une précision remarquable. Et voilà ce que cela signifie concrètement. Depuis le début du conflit, la Russie a maintenu une ligne de communication implicite, selon laquelle elle ne cherchait pas à frapper directement les ressortissants des pays de l'OTAN présents en Ukraine, même ceux impliqués dans le conflit. Cette retenue avait une logique. Éviter un incident diplomatique qui aurait pu forcer les gouvernements de l'OTAN à répondre directement. En émettant cet avertissement officiel, la Russie lève cette retenue. Elle dit, en substance, la phase suivante n'inclura plus cette exemption de facto. Les officiers de l'OTAN, les conseillers militaires, les opérateurs de systèmes d'armes qui restent à Kiev le font maintenant à leur risque et péril. Un parallèle historique instructif, pendant la guerre de Corée en 1950, lorsque les forces chinoises ont traversé le fleuve Yalu et sont entrées en Corée pour soutenir le Nord, le général Douglas MacArthur voulait étendre la guerre à la Chine continentale. Truman l'en avait empêché, précisément parce qu'une frappe directe sur des conseillers et officiers d'une grande puissance créait un risque d'escalade vers un conflit mondial. La même logique s'applique aujourd'hui, mais en sens inverse. Si des officiers de l'OTAN sont tués lors de frappes russes sur Kiev, les gouvernements occidentaux seront confrontés à un dilemme politique majeur: admettre que leurs officiers étaient présents dans une zone de combat active et ont été tués, ou minimiser l'incident au risque de perdre toute crédibilité. Les mines OTAN sur le pétrolier de Louga, un acte de guerre documenté, ignoré par les médias. Des mines magnétiques navales de fabrication OTAN découvertes sur un pétrolier civil arrivant en Russie depuis la Belgique. Cet événement est d'une gravité extraordinaire qui contraste avec le quasi-silence médiatique qui l'a entouré en Occident. Décomposons ce que cela signifie. Premièrement, des mines magnétiques navales de fabrication industrielle dans un pays de l'OTAN. Ce ne sont pas des engins improvisés. Ce sont des armes militaires sophistiquées qui nécessitent une formation spécialisée pour être posées depuis l'eau par des plongeurs sur la coque d'un navire. Qui a posé ces mines? Soit des plongeurs professionnels avec une formation militaire, soit des membres ou ex-membres de forces spéciales navales. La piste de l'initiative individuelle est improbable pour ce type d'opération. C'est une opération paramilitaire ou couverte. Deuxièmement, le port de départ du pétrolier est Anvers, en Belgique. La Belgique est membre de l'OTAN. Son port d'Anvers est l'un des plus grands ports de commerce d'Europe. Et des mines de fabrication OTAN ont été posées sur un navire transitant par ce port. Soit des agents ont accédé au navire au cours de son escale à Anvers, soit les mines ont été posées en route. Dans les deux cas, c'est une opération planifiée sur le territoire d'un pays de l'OTAN, ou à partir de celui-ci, contre un navire civil arrivant en Russie. Pour comprendre la gravité légale de cet acte, rappelons le précédent de la guerre des mines dans le golfe du Nicaragua en 1984. La CIA américaine avait financé et coordonné la pose de mines dans des ports nicaraguayens. Coulant plusieurs navires civils, la Cour internationale de justice avait condamné les États-Unis en 1986, concluant que Washington avait violé le droit international en autorisant des opérations de minage des ports d'un État souverain. Les États-Unis avaient ignoré cette décision. Ce précédent est directement pertinent. Ce qui a été fait aux pétroliers à destination de Louga est exactement le type d'action que la CIJ avait condamné comme violation du droit international en 1986. Et voici ce qui est politiquement révélateur. Si une mine russe avait été découverte sur un pétrolier arrivant dans un port néerlandais ou belge, la réaction médiatique aurait été d'une ampleur considérable. Des conférences de presse d'urgence de l'OTAN
des déclarations des chefs d'État et de gouvernement, des sanctions supplémentaires, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Rien de tout ça. Le quasi-silence médiatique sur la mine OTAN à Louga est lui-même une information sur le fonctionnement des médias dominants occidentaux. La mobilisation des femmes en Ukraine, l'indicateur ultime de l'épuisement, Martianov mentionne que la mobilisation obligatoire des femmes a commencé dans l'oblast de Kharkiv et va s'étendre. Pour comprendre ce que cela signifie stratégiquement, il faut comprendre les précédents historiques de la mobilisation des femmes dans des contextes de guerre totale. L'Union soviétique a mobilisé des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 800 000 femmes ont servi dans les forces armées soviétiques, dont certaines en première ligne, notamment dans des régiments de tireurs d'élite et dans des escadrons d'aviation nocturne. Mais cette mobilisation avait lieu dans un contexte d'invasion totale du territoire national, d'une menace existentielle absolue, avec un ennemi qui avait explicitement déclaré son intention d'anéantir la population slave. Et malgré ce contexte extraordinaire, la mobilisation féminine était présentée comme un acte héroïque volontaire, pas comme une contrainte légale obligatoire. En Ukraine, en 2026, la situation est fondamentalement différente. La mobilisation obligatoire des femmes dans l'oblast de Kharkiv est une mesure de désespoir, pas d'héroïsme. Elle indique que le réservoir de main-d'œuvre masculine mobilisable est épuisé à un point tel que l'État est contraint d'imposer le service militaire aux femmes. Pour un pays de 40 millions d'habitants avant le conflit, et probablement 25 à 30 millions aujourd'hui après l'émigration massive, atteindre ce niveau d'épuisement des effectifs masculins après 2 ans et demi de conflit est extraordinaire. Et cela confirme ce que Martianov répète depuis des mois. L'Ukraine n'est plus un acteur indépendant. C'est une structure administrative maintenue artificiellement sous perfusion de l'OTAN. Les officiers de l'OTAN dirigent les opérations, l'équipement vient de l'OTAN, et maintenant, pour remplir les rangs, on mobilise les femmes. Ce n'est pas de la souveraineté nationale, c'est de l'esclavage militaire imposé à une population par une puissance extérieure à travers un régime local. Le Tupolev, 214R, et la surveillance de la frontière finlandaise. Le message dans le message. Martianov évoque avec une certaine satisfaction l'avion de reconnaissance électronique Tupolev 214ER qui, pendant les frappes sur Kiev, a volé le long de la frontière finlandaise en utilisant son radar d'ouverture synthétique MR411 et il pose la question rhétorique « Pourquoi les Russes ont-ils fait ça ?» La réponse qu'il donne est celle-là. Parce que Kiev est maintenant l'exemple de ce qui attend Berlin, Paris ou leurs environs. Pour comprendre la portée de ce vol de reconnaissance, il faut comprendre ce qu'est un radar d'ouverture synthétique. Contrairement à un radar ordinaire qui émet et reçoit des ondes radio en temps réel, un radar d'ouverture synthétique utilise le mouvement de l'avion pour simuler une antenne radar gigantesque, ce qui lui permet d'obtenir des images haute résolution au sol depuis de très grandes altitudes. Le MR411 que porte le Tupolev 214ER peut détecter et suivre des véhicules en mouvement, y compris des chars, des véhicules blindés, des camions, des pièces d'artillerie, jusqu'à 200 km de profondeur en territoire adverse. Et il peut le faire depuis la Russie ou l'espace aérien international. Sans entrer dans l'espace aérien ennemi, en faisant voler cet avion le long de la frontière finlandaise pendant les frappes sur Kiev, la Russie envoie plusieurs messages simultanément. Premier message, nous cartographions vos installations militaires, vos dépôts, vos postes de commandement. Deuxième message, notre capacité de surveillance en temps réel couvre votre territoire. Troisième message, la Finlande n'est plus neutre. Elle est dans notre zone d'intérêt militaire. Le fait que ce vol soit effectué de manière transparente, non pas clandestine, et que ces images aient été partagées publiquement est la démonstration calculée de cette capacité. Et ça rappelle un épisode historique instructif. En septembre 1962, un avion de reconnaissance américain U-2 avait photographié les sites de missiles soviétiques à Cuba en construction. Cette photographie avait déclenché la crise des missiles de Cuba. Le principe est similaire.
La surveillance de reconnaissance est à la fois un acte de collecte d'informations et un acte de signalement politique. En faisant voler son Tupolev 214R le long de la frontière finlandaise, le jour même des frappes sur Kiev, la Russie dit à Helsinki « Nous vous regardons et nous pouvons faire à vos installations militaires ce que nous faisons à Kiev ». Le forum de sécurité du Conseil de sécurité russe, 120 nations contre l'isolement occidental. 120 nations représentant 70% de la population mondiale qui assistent à un forum organisé par le Conseil de sécurité russe. Et Martyanov y ajoute des représentants non officiels de 12 nations occidentales. Ce chiffre 120 nations doit être mis en regard du narratif occidental dominant qui affirme que la Russie est isolée sur la scène internationale. Rappelons les faits. Lors du vote de l'Assemblée générale des Nations unies en mars 2022, condamnant l'opération militaire russe en Ukraine, 141 pays ont voté pour la résolution. 35 s'étaient abstenus, 5 avaient voté contre, mais un vote à l'ONU n'est pas une mesure d'isolement réelle. Il est fortement influencé par les pressions diplomatiques et économiques que les États-Unis et l'Union européenne exercent sur les petits États. Les abstentions, 35 pays, représentaient plus de la moitié de la population mondiale, notamment la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud. Et depuis lors, de nombreux pays qui avaient voté pour la résolution ont maintenu ou développé leurs relations économiques avec la Russie. La présence de 120 nations au forum du Conseil de sécurité russe est la manifestation concrète de cet état de fait. Ce n'est pas l'isolement. C'est la démonstration que les relations diplomatiques et économiques entre la Russie et le reste du monde hors Occident se sont maintenues ou renforcées. Et la présence de représentants non officiels de 12 nations occidentales est particulièrement significative. Elle indique que même au sein des sociétés occidentales, des forces politiques cherchent à maintenir ou rétablir des liens avec Moscou. Le parallèle historique qui s'impose est la conférence de Bandung de 1955, la première grande conférence des pays non alignés qui réunissait 29 pays d'Asie et d'Afrique fraîchement décolonisés. Cette conférence avait établi les principes du mouvement des non-alignés, refus de s'inféoder au bloc américain ou soviétique, affirmation de la souveraineté nationale, solidarité entre les peuples colonisés ou menacés de colonisation. Le forum du Conseil de sécurité russe joue aujourd'hui un rôle analogue. Il rassemble la majorité du monde autour d'une alternative à l'ordre unipolaire occidental. Petrov et la doctrine de supériorité conventionnelle russe. Pourquoi les armes nucléaires ne sont pas l'enjeu? Martyanov consacre une partie de cette vidéo à réfuter l'idée que la Russie utiliserait des armes nucléaires dans le cadre d'une frappe sur l'Europe. Et il cite la doctrine officielle russe, les fondements de la politique d'État de la dissuasion nucléaire qui définit des critères très précis pour l'emploi de l'arme nucléaire. Ces critères sont une frappe nucléaire ou une frappe conventionnelle massive contre la Russie, menaçant l'existence de l'État, et la destruction ou la neutralisation d'une large partie des forces nucléaires russes. Sans ces conditions, la doctrine russe interdit l'emploi en premier des armes nucléaires. Mais ce que Martyanov souligne, et c'est crucial, c'est que la Russie n'a pas besoin d'armes nucléaires pour neutraliser la supériorité militaire conventionnelle européenne ou américaine sur le théâtre européen. Et voici pourquoi c'est factuel. La Russie produit actuellement environ 3 millions d'obus d'artillerie par an. L'ensemble de l'industrie de défense européenne produit environ 1 million d'obus par an. La Russie produit environ 150 à 200 missiles de croisière et balistiques de précision par mois. L'ensemble des stocks européens de missiles similaires est épuisé. La Russie a produit des dizaines de milliers de drones de combat, de surveillance et de munitions rôdeuses. L'Europe européenne est en train d'essayer péniblement d'accélérer sa production. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans un conflit conventionnel de haute intensité sur le théâtre européen, l'écart de production industrielle de défense est tel que l'Europe se retrouverait à court de munitions et d'armements lourds en quelques semaines. Ce n'est pas une analyse pro-russe. C'est l'analyse qu'a publiée le Kiel Institute for the World Economy, l'International Institute for Strategic Studies, et plusieurs généraux européens anonymes dans des fuites à la presse spécialisée. L'écart est réel, documenté et croissant. Et c'est précisément la raison pour laquelle Martyanov dit
que la Russie n'a pas besoin d'armes nucléaires. Elle peut atteindre ses objectifs stratégiques avec des armes conventionnelles de précision, en exploitant sa supériorité industrielle de défense et sa capacité de frappe en profondeur à longue portée. L'arachnik, le zircon, le kinzhal, le calibre, ces armes peuvent frapper des cibles à travers toute l'Europe depuis le territoire russe sans que la Russie ait à engager des troupes au sol sur le territoire européen. Pétréus est l'aveu stratégique américain, quand les anciens généraux reconnaissent la réalité. Martianov cite David Petraeus qui parle d'impasse stratégique américaine avec l'Iran. Et Martianov corrige le terme. Ce n'est pas une impasse, c'est une défaite stratégique, qui est Petraeus. Et pourquoi cette déclaration est-elle importante? David Petraeus est l'ancien commandant des forces américaines en Irak, auteur de la doctrine de contre-insurrection qui avait été présentée comme la réponse américaine aux guerres asymétriques des années 2000. Il a ensuite dirigé la CIA sous Obama. C'est l'une des figures les plus respectées de l'establishment militaire américain et, quand même, lui reconnaît une impasse stratégique avec l'Iran. C'est un signal que le narratif de la victoire facile est abandonné, même par ses partisans les plus convaincus. Et pour comprendre pourquoi Martianov a raison de corriger un pass en défaite, il suffit de regarder les faits. Les États-Unis ont lancé des milliers de missiles et de bombes sur l'Iran. Résultat, l'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz. L'Iran a détruit 30 drones MQ-9 Reaper américains valant $1 milliard. L'Iran reconstruit ses installations militaires plus vite que les États-Unis ne les détruisent. La marine américaine a admis devant le Congrès qu'elle ne peut pas escorter des navires dans le détroit d'Ormuz contre la résistance iranienne. Et les prix mondiaux du pétrole sont perturbés depuis des mois, imposant des coûts économiques considérables aux alliés de Washington qui dépendent des importations du Golfe. Une impasse, c'est quand aucune des deux parties ne peut avancer. Ce que nous observons ici est différent. L'Iran avance, il reconstruit, il produit, il élargit son contrôle maritime, tandis que les États-Unis reculent, ils admettent leurs limites opérationnelles, voient leur stock de munitions à longue portée diminuer, perdent du matériel coûteux. C'est une défaite stratégique lente, pas une impasse. La Suède, la Pologne et la mémoire longue de l'histoire. Pourquoi certains peuples ne pardonnent pas? Martianov fait une remarque historique lapidaire sur la Suède et la Pologne. Ces pays ne pardonnent pas à la Russie de les avoir empêchés de devenir des empires. Il cite Pierre le Grand, qui a écrasé la Suède à Poltava en 1709, mettant fin à l'ère de l'Empire suédois. Et il note que la Pologne n'a pas non plus pardonné. Ce n'est pas une remarque anecdotique. C'est une clé de lecture psychologique et historique fondamentale pour comprendre les comportements politiques actuels. La Suède était au XVIIe et au début du XVIIIe siècle la puissance dominante en Europe du Nord et dans la région baltique. L'Empire suédois contrôlait la Finlande, les pays baltes, des parties de l'Allemagne du Nord et une partie de la Pologne. La Grande Guerre du Nord, que la Suède a perdue face à la coalition menée par Pierre le Grand, a mis fin à cet empire. La Suède n'a plus jamais été une grande puissance depuis lors. Cette défaite est ancrée dans la mémoire collective suédoise d'une manière que les Suédois contemporains reconnaissent souvent à demi-mot. Et elle explique en partie l'adhésion suédoise à l'OTAN en 2024, une décision prise par un gouvernement qui a inversé 2 siècles de neutralité suédoise, en réponse à ce qu'il présente comme une menace russe. Mais derrière ce narratif se cachent des couches historiques beaucoup plus complexes. Le cas polonais est encore plus instructif. La Pologne a été partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche à 3 reprises entre 1772 et 1795 et a cessé d'exister en tant qu'État pendant 123 ans. La mémoire de cette disparition est constitutive de l'identité nationale polonaise. Et la renaissance de la Pologne en 1918, suivie de l'invasion soviétique de 1939 dans le cadre du pacte Molotov-Ribbentrop, puis de la domination soviétique de 1945 à 1989, a laissé des cicatrices profondes. Ces cicatrices expliquent, mais n'excusent pas certaines des positions les plus radicales adoptées par Varsovie dans le cadre du conflit actuel. Comprendre ces histoires longues, c'est comprendre que le conflit actuel n'est pas seulement une crise géopolitique contemporaine. Il est chargé de siècles de tensions, de guerres, de domination et de résistance. Et c'est précisément pour ça
que des solutions diplomatiques rapides et superficielles ne pourront pas suffire. L'ordre qui émergera de ce conflit devra tenir compte de ces mémoires longues s'il veut être durable. Ce que tout cela signifie, la carte géopolitique mondiale est en train d'être redessinée. Permettez-moi de faire la synthèse de tous ces éléments, parce qu'ils forment ensemble un tableau d'une cohérence que les analystes occidentaux refusent encore de voir. Les frappes russes sur Kiev ne sont pas une escalade réactive. Elles sont la manifestation d'une décision stratégique prise au niveau du Conseil de sécurité russe. La Russie change le caractère de l'opération militaire. Elle passe de la destruction des forces militaires ukrainiennes, en première ligne, à la destruction du complexe militaro-industriel, des centres de commandement, et maintenant, explicitement, des installations où travaillent des officiers de l'OTAN. Cette transition avait été annoncée de multiples manières au cours des dernières semaines. L'avertissement officiel du 25 mai la confirme. Et dans ce contexte, les 120 nations présentes au forum du Conseil de sécurité russe envoient un message au reste du monde. La Russie n'est pas isolée, elle est en train de construire une architecture de sécurité alternative à celle de l'OTAN. Cette architecture s'appuie sur les mêmes principes que le mouvement des non-alignés de Bandung, mais avec une puissance militaire et économique que les pays de Bandung n'avaient pas. La Russie, la Chine, l'Iran et une large partie du Sud global construisent quelque chose. Et ce quelque chose est en train de remplacer l'ordre unipolaire américain qui s'effondre. Ce que nous vivons en ce moment, les frappes sur Kiev, les mines OTAN, la mobilisation des femmes en Ukraine, le forum de sécurité russe, la reconnaissance par des généraux américains de leurs limites, en Iran, tout cela dessine les contours d'un changement d'air. Pas un changement de gouvernement, pas un changement de politique, un changement d'air. De la même amplitude que la fin de l'Empire romain en Occident au 5e siècle, ou la fin de l'Empire colonial européen au XXe siècle. Et comme tous les changements d'air, celui-là est douloureux, violent et chargé d'incertitude. La question n'est pas de savoir si ce changement va se produire. Il est déjà en cours. La question est de savoir avec quelle quantité de destruction et de souffrance il s'accomplira et quelles institutions, quels principes, quelles valeurs seront préservées ou construits dans l'ordre qui émergera. Mes amis, continuez à analyser, à questionner, à chercher les faits derrière les narratifs, partagez ces vidéos, abonnez-vous à Monde Multipolaire et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses, parce que les prochaines semaines vont être décisives et vous méritez des analyses honnêtes et documentées pour naviguer dans ce monde qui se transforme. À très bientôt.